Pourquoi Haïti est-elle si pauvre? Pourquoi les Haïtiens sont-ils confrontés à tant de problèmes? Des problèmes de gang, d'instabilité politique et tant de problèmes d'ordre économique. Pourquoi Haïti se retrouve-t-elle dans une telle galère? Ça fait un bout de temps que je réfléchis à prendre la parole. Je me suis beaucoup demandé si je devais le faire. Car il y a beaucoup de contenu sur le web qui parle déjà de Haïti et de ses problèmes. Mais plus le temps passe, plus je réalise que les contenus proposés ne sont pas à la hauteur de la tâche. C'est-à-dire que la plupart de ces contenus sont proposés principalement par deux grandes catégories de personnes. La première catégorie se compose de certaines personnes qui veulent sincèrement parler de Haïti, mais sans réellement connaître les réalités et les enjeux qui entourent le sujet. Ces gens-là n'ont pas la capacité de traiter le sujet de manière concrète, de manière correcte, même avec toute la bonne volonté du monde. La seconde catégorie est composée de certaines personnes qui parlent de Haïti, mais qui, en réalité, n'en ont rien à foutre du peuple haïtien. La situation en Haïti ne les affecte pas, donc ils n'ont absolument rien à faire de la souffrance des Haïtiens. Donc, ils balancent des trucs complètement absurdes sur ce qui se passe à Haïti en ce moment et sur la raison pour laquelle nous sommes en train de subir ce que nous subissons aujourd'hui. Je prends la parole car je sais que j'ai la capacité de traiter le sujet de manière assez correcte et en plus, je suis tout à fait crédible dans ce rôle parce que je suis haïtien de nationalité, de sang et de cœur. En plus de ça, je suis issu de cette portion de la population haïtienne qui est la plus touchée par ce chaos. Je viens des entrailles du peuple, donc je suis à même de comprendre parfaitement la douleur de ce peuple. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des gangs qui font la loi à Haïti, principalement à Port-au-Prince, la capitale. Je ne vais pas parler des gangs ni de leurs crimes, car il y a beaucoup de journalistes réputés et de créateurs de contenu qui sont en train de le faire. Je vais, de préférence, parler de la raison pour laquelle ces gangs armés existent. Je vais parler de leur raison d'être. Je vais donc aborder la thématique des causes du chaos en Haïti. Au fil des vidéos, je vais aborder ce sujet sur tous les aspects possibles. Les aspects politiques, sociaux, économiques et culturels. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur l'aspect géopolitique du sujet. Pourquoi? Eh bien, parce que la situation chaotique à Haïti n'est pas sortie de nulle part. Elle est en partie l'une des conséquences d'une politique internationale bien calculée. La géopolitique est l'une des causes profondes de cette situation désastreuse. Pour cela, je vais surtout parler des politiques internationales des puissances occidentales, c'est-à-dire les États-Unis et les puissances européennes. Ces politiques qui ont un impact très destructeur sur Haïti. Je vais te montrer la relation qui existe entre la géopolitique et ce qui se passe à Haïti. Je vais te dire une vérité que beaucoup d'Haïtiens ignorent. Et pourtant, cette vérité est l'un des points les plus importants à cerner si tu veux comprendre le positionnement de Haïti sur l'échiquier mondial. Pour la plupart d'entre nous, Haïti est un pays à part, avec une histoire à part. Une très belle histoire d'ailleurs. Et pourtant, aux yeux de ces puissances occidentales, Haïti n'est pas un pays à part. Nous ne sommes pas une nation à part. Selon la vision de ces puissances, Haïti est juste une extension de l'Afrique noire. C'est comme si Haïti était juste un petit bout de l'Afrique situé sur un autre continent.
Je répète, selon la vision des puissances occidentales, Haïti n'est pas un pays à part. Nous, le peuple haïtien, nous ne sommes pas un peuple à part. Nous sommes considérés comme des Africains importés d'Afrique, perdus sur le sol américain. À partir du moment que tu comprends ça, tu comprendras que les mêmes politiques internationales appliquées aux pays de l'Afrique subsaharienne, entre parenthèses l'Afrique noire, seront aussi les mêmes politiques internationales appliquées à Haïti. Quelles sont les politiques internationales appliquées aux populations noires des pays africains? Pour répondre à cette question, nous allons remonter le temps et nous allons faire un peu d'histoire. Il y a de cela à peine un siècle ou deux, les populations noires d'Afrique furent réduites en esclavage. Les Noirs étaient considérés comme des êtres inférieurs. La seule utilité de l'homme noir était, selon les idéologies de l'époque, d'être au service du blanc. Selon le code noir qui régissait le commerce des esclaves, l'homme noir fut déclaré bien meuble. C'est-à-dire, nous, les Noirs, étions réduits au même statut qu'une chose, au même statut qu'un animal. Cela signifie qu'un quelconque homme blanc ayant la capacité avait le droit de posséder des hommes noirs, tout comme du bétail, au même titre qu'il a le droit de posséder des chèvres, par exemple. Tu peux très vite comprendre qu'il avait également le droit légitime sur la vie de ces êtres inférieurs qu'il possédait, de la même façon qu'il a droit sur la vie d'une chèvre qu'il possède. Il avait le droit de les fouetter si ça l'enchante, de les couper un bras comme punition s'ils lui désobéissaient, de les vendre, de les revendre comme si c'était des chèvres. Je ne vais même pas perdre mon temps à parler de la situation économique de l'esclave. Une chèvre a-t-elle le droit de posséder des terres? Une chèvre a-t-elle le droit de posséder une maison pour se reposer? Un véhicule pour se déplacer? Une chèvre a-t-elle le droit à un patrimoine? Est-ce qu'une chèvre a le droit de laisser un quelconque héritage à sa progéniture, à ses enfants? Le seul et unique héritage que la chèvre peut laisser à sa descendance, c'est la servitude. C'est-à-dire que le possesseur de la maman chèvre sera aussi le possesseur du fils de la chèvre. La personne à qui appartenait la maman chèvre sera aussi celle à qui appartient la descendance de la chèvre. Il peut le vendre s'il le souhaite, au prix qu'il souhaite. Il peut même l'offrir à un ami à l'occasion de son anniversaire. Eh bien, c'est exactement comme ça que les colons occidentaux, blancs, se partageaient entre eux les Africains et leurs terres. L'homme noir était au centre du système colonial esclavagiste. C'était l'animal domestiqué qui faisait tourner le système de laquelle dépendait la richesse des Blancs européens. L'esclavage n'était pas seulement une question de richesse, c'était aussi une question de domination. La domination d'une race par une autre. Le noir était l'animal de qui on faisait ce qu'on veut. On avait le droit de l'acheter, de le revendre, de changer son nom, de l'offrir, de le battre, de la baiser si c'est une femme, ou même de le tuer si on le souhaitait. Et on n'avait de compte à rendre à personne.
Les premiers de ces animaux qui ont dit non, nous ne voulons pas de ce sort, qui se sont organisés et qui ont fièrement combattu leur maître, leur possesseur, ce sont les Haïtiens. Oui, oui, vous avez bien entendu. Des Noirs, des êtres considérés inférieurs, du bétail quoi, ont organisé une révolution contre leurs possesseurs et se sont proclamés être une république. Ainsi est née la nation haïtienne. Des êtres inférieurs, des animaux qui se sont organisés en nations. Ainsi est née la République d'Haïti en 1804. Et, tenez-vous bien, c'est à partir de cette déclaration d'indépendance qu'a commencé le vrai déclin du système colonial européen. À partir de la déclaration d'indépendance d'une poignée d'Africains à Haïti, alors appelé Saint-Domingue, le monde entier s'est progressivement retiré de la domination coloniale de l'Europe. En d'autres termes, les Haïtiens sont l'une des causes majeures de la décolonisation du monde. Et depuis, les puissances européennes et les États-Unis, qui sont la représentation de cette civilisation blanche qui se croit supérieure, ont tout fait pour saboter Haïti. Haïti est un symbole de résistance à la domination d'une race blanche qui se déclare supérieure aux autres. Des hommes considérés comme des animaux qui ont dit non. Alors, aujourd'hui, ça fait plus de 2 siècles que les Haïtiens ont dit non au concept de l'inégalité des races. Tu crois que la vision de ces gens, l'image que ces gens ont de nous, les Africains, a évolué? Tu crois vraiment qu'ils veulent voir Haïti, le symbole de la rébellion, le symbole de la résistance, le symbole du refus de soumission? Tu crois vraiment qu'ils veulent voir cette république réussir et devenir une nation forte? Tu crois vraiment qu'ils ont abandonné l'idée d'une race qui serait supérieure aux autres? Selon moi, Haïti doit être un symbole de l'échec de la rébellion. Haïti doit rester l'exemple qu'il ne faut jamais oser contrecarrer l'hégémonie des puissances occidentales. Haïti doit rester aux yeux du monde, aux yeux de tous les autres noirs du monde, l'exemple vivant qu'il ne faut jamais oser faire face à la suprématie blanche. L'échec de Haïti, la première république noire du monde, est nécessaire et donc calculé. L'échec de Haïti, corrélé à l'échec de toutes les autres républiques noires d'Afrique, est donc devenu un véritable symbole que ces Noirs n'ont vraiment pas la capacité de se gérer eux-mêmes.
qu'ils ont et qu'ils auront toujours besoin d'une assistance blanche. Haïti est là pour justifier le perpétuel besoin d'aide de ces Noirs, ces sous-hommes et la perpétuelle présence des Blancs chez eux, malgré leur soi-disant indépendance. En d'autres termes, Haïti est en train de payer son impertinence du 1er janvier 1804. Et pour mettre une nation à genoux, il n'y a pas une stratégie plus efficace que de la ronger de l'intérieur. C'est de cette stratégie qu'est née la politique d'armement des gangs dans les pays de l'Afrique subsaharienne et en Haïti. Si tu aimes mon travail et que tu veux me soutenir, partage-le et abonne-toi. C'est gratuit.